Ah oui, ça c'est bien ça. Oui. C'est bon ? C'est parti. Mémoirevive.tv en direct de Digital Beer. Ah, tu nous vois très mal. Bah, c'est toujours expérimental, mais on est en direct. Ouais, salut Geoffrey. Salut Natacha, comment ça va ? Ça va bien. Alors t'es un des co-organisateurs de cette soirée, un fondateur, un pilier. On est combien là ? Alors là on est je pense au moins 150. 150 ? Alors le principe de la soirée c'est quoi ? Le principe c'est de réunir des gens qui ont un trait au digital. Ça va du responsable marketing dans un média, rédacteur en chef d'un site, start-upper. On veut vraiment des gens de tous horizons liés au digital, vraiment autour de plein de secteurs. Voilà. Bah oui. Et il y a toujours de la bonne musique. On essaie de mettre un petit peu de musique parce qu'au final, comme ça se termine toujours très tard, on essaie d'ambiancer un peu les gens. Il y a de la bière. Le principe de Digital Beer, c'est participatif, un peu comme ce qu'avait fait Michael Harrington pour TechCrunch. Ouais. En mode on amène sa bière, etc. Évidemment, comme je citerai pas certaines femmes qui n'aiment pas la bière, mais donc il y a un peu de rosé également, voilà, par exemple. Voilà. Mais bref, on est là pour réunir un peu des gens autour du digital, de se rencontrer, des gens qui n'ont pas. Il y a des journalistes aussi, la preuve. Je vois Monsieur Gralet du Point qui est juste Monsieur là. Monsieur Gralet. Ce cher Guillaume Gralet. On a des gens de French Web et tout. On a beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, beaucoup de start-upers, beaucoup de responsables numériques, de marques, de médias. Alors, est-ce que le fait de se rencontrer en vrai, parce que tu sais, il y a toujours des gens qui nous disent ah ouais, mais sur les réseaux vous parlez en ligne, etc., et vous rencontrez pas vraiment en vrai. Justement. Alors, qu'est-ce que ça permet de changer ? Parce qu'on a besoin de changer de mentalité. C'est un prolongement. Ouais. C'est un prolongement. On va discuter des fois pendant 5, 10, 15, 20 minutes avec quelqu'un qu'on a l'habitude de tweeter, de retweeter ou de commenter sur Facebook un statut, un lien. Et c'est une façon d'échanger, après de s'échanger des cartes de visite. Il y a des gens ici qui ne se sont jamais rencontrés, qui ont l'occasion ce soir de se rencontrer, de discuter. Il y a des start-upers qui rencontrent des journalistes, qui vont parler d'eux, qui vont les aider. Il y a des gens peut-être qui lèvent des fonds aussi, qui cherchent des projets. Voilà, l'idée c'est vraiment de réunir toutes sortes de personnes. On est ouvert, on essaie à chaque fois de renouveler un peu. C'est pour ça qu'ici on le fait chez MyScreen et Apocop. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt, disons, un état d'esprit. Et cet état d'esprit se promène de lieu en lieu. Alors la dernière fois c'était sur la terrasse de Libé. C'est ça. Ouais. On a commencé en fait chez Matt Davy, chez Auréa Legal, qui est un cabinet d'avocats. Ouais. Avec une belle vue sur les champs. Avec une belle vue qui est située sur les Champs-Élysées. On en a fait 3 là-bas. Après on a eu une opportunité de le faire sur la terrasse de Libération. Ouais. Et ensuite ici, donc Apocop, MyScreen. Alors là on va rentrer sur une phase où à Paris c'est un peu plus compliqué de le faire sur une terrasse, mais on va essayer de trouver des lieux pour le printemps prochain. Et on trouvera d'autres lieux en attendant. Ouais. On va essayer vraiment de faire ça régulièrement, tous les mois, de réunir des gens qui sont là à chaque fois. Vraiment, moi je veux qu'il y ait de nouvelles personnes à chaque fois, que des gens emmènent leurs amis, même parfois des gens qui n'ont pas forcément un trait au digital, mais qui apportent leur regard sur différents projets. Ouais, parce qu'on en a besoin. On a besoin aussi d'avoir de se rencontrer. La réunion des gens vraiment qui sont tous dans le même milieu. Non, mais on a besoin de se rencontrer pour avoir des idées, pour avancer, parce que là en ce moment. Mais en plus c'est un peu difficile en ce moment. Les gens ont des projets peut-être qui n'aboutissent pas. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de les aider à aboutir et voilà, de les faire se rencontrer. Ouais. Merci Geoffrey. Merci Natacha. À bientôt. Maintenant on va passer le micro à Guillaume. Merci, Salut Geoffrey. Guillaume. Geoffrey, j'avais une dernière question pour toi. Je voulais simplement te demander comment tu avais eu l'idée. Est-ce que c'était c'était TechCrunch qui t'avait donné l'idée en fait Alors en fait, en partie, si tu veux, dans l'équipe des organisateurs, il y a Mathieu Stéphanie qui était chez Citizen Style avant, et ils avaient créé quelque chose qui s'appelle la Citizen Beer. Ouais. Voilà, où tu as peut-être déjà été toi Natacha, et en gros l'idée c'était comme ça n'existait plus, de refaire quelque chose mais autour du digital. Voilà, ouais. Et puis on veut l'élargir, on va certainement organiser un digital champagne, un digital. Ah ça c'est bien. On a déjà fait le digital cocktail avec des barman qui faisaient des cocktails, et on veut vraiment élargir un peu ça, voilà. Ouais. Toujours sur une terrasse. Idéal, en tout cas pendant l'été, pendant les beaux jours, c'est mieux sur une terrasse, et après on pourra des lieux un peu plus fermés. Bon, on va chercher des lieux. Ouais. Bye bye. Mais Guillaume, il pense qu'il va y échapper. Alors, salut Guillaume. Alors toi, c'est le. La qualité est pas géniale, mais c'est pas grave, on continue. T'es donc journaliste high-tech pour Le Point. Exactement. Et puis t'es aussi co-animateur d'émission French Tech sur France 24, c'est ça? Tech 24. Tech 24, pardon. Exactement, ouais. avec Marjorie Paillon. Ouais. Et puis ouais, ça se passe bien. T'as un blog aussi? Exactement. Donc on fait pas mal de vulgarisation sur France 24. C'est très sympa de bosser
avec Marjorie, il y a une bonne équipe. Et puis on fait ça également en anglais. Il y a une équipe en anglais. Mais il y a longtemps que tu es journaliste numérique. Ouais, il y a quand même quelques années. Alors, est-ce que ça fait 14 ans, dont 12 ans à l'Express et 2 ans au Point. Ouais. Et c'est vrai qu'au Point, je m'éclate bien. Et il y a une page également high-tech chaque semaine dans le Point. Alors là, tu reviens des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire qui est en train d'arriver en ce moment parce qu'en France, c'est un petit peu ouaté, hein, quoi qu'on dise. Aux États-Unis, en fait, on sent à la fois. J'étais à New York, j'étais pas dans la Silicon Valley, c'était pour l'annonce Nokia Microsoft. Ouais. Donc on sent toujours la même ferveur, puisque les Américains savent très bien faire ça. Il y avait le patron de Nokia, de Microsoft, faire des grands messes. En même temps, il y a une certaine fébrilité. On voit aussi que la high-tech, ça va de plus en plus vers l'Asie. Oui. Samsung était vraiment dans toutes les bouches, hein, pas uniquement Apple. D'accord. Et on regarde vraiment, on voit que l'innovation vient vraiment d'Asie aujourd'hui également. Alors, quels sont les pays, les villes, les boîtes en fait qui sont en train vraiment d'émerger, parce qu'on se rend pas trop compte parce qu'on est très européano-centré, hein. Pas que nous en fait. Quelques boîtes intéressantes. Il y a Samsung, bien sûr, on a beaucoup parlé, le premier fabricant de mobile au monde. Mais il y a également des entreprises intéressantes comme Huawei, qui sont des anciens sous-traitants, des anciens fabricants de tuyaux et qui dans les mobiles maintenant cartonnent. ZTE également. Et puis je pense qu'il faudra regarder pas mal ce qui se fait du côté des anciens sous-traitants chinois. Le Japon n'est pas mort et il y a des boîtes ou des personnages comme Jack Ma qui à suivre à mon avis. Donc d'anciens sous-traitants qui deviennent eux-mêmes ouais, en fait on voit ça souvent et quand on parle un peu avec des Chinois, ils le disent. Il y avait un certain snobisme à dire en Chine on va simplement s'en servir comme un atelier. Nous on garde la recherche en Europe. Il y a beaucoup d'industriels européens qui disaient ça il y a 10-15 ans. En fait, la recherche maintenant, elle est faite en majorité en Chine. Je crois qu'en nombre de brevets, les entreprises qu'on a citées sont parmi les leaders. Et ça fait en fait un petit peu peur quand on voyage. Et c'est pour ça que des événements comme Digital Beer sont sympas parce qu'on voit qu'on peut encore inventer des choses ici. Qu'est-ce qui fait peur ? Eh ben, se dire que le monde bouge. L'avenir se crée plus uniquement en Europe, plus uniquement aux États-Unis, mais en Asie, la zone Pacifique. Et il faut vraiment en avoir confiance pour surtout ne plus regarder de haut toutes ces zones. Ouais, mais tu traites aussi de sujets qui sont liés aussi au développement, l'Afrique. Ça aussi c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, en France. Exactement. Un peu tout ce qui est, je dirais, technologie et développement. Ouais. Exactement. On a pu en parler dans un numéro spécial du Point. On en parle régulièrement sur Tech 24. On se rend compte qu'il y a des personnalités extrêmement intéressantes au Congo, au Cameroun. Un petit mot sur Véron Mankou qui a créé une tablette au Cameroun. Tu peux en parler juste 2 minutes de cette tablette parce que c'est intéressant. Ça tombe bien parce qu'il justement il lance en ce moment un smartphone. Oui. Alors ce sont des tablettes et smartphones Android tous les deux. Ils sont fabriqués en Chine à Shenzhen, hein, comme la quasi-totalité des tablettes. Mais ils ont été conçus en Afrique. Un petit mot au Cameroun sur un personnage qui est né au Cameroun mais qui est aux États-Unis aujourd'hui qui s'appelle Guy Kamgang et qui lui a créé MobileXL, qui est une technologie en fait qui permet de faire passer de l'interactivité, faire passer des services web grâce à la technologie SMS, en fait, qui permet de rendre des téléphones très basiques, qui permettent d'actualiser son statut Facebook, par exemple, d'aller voir un cours de bourse, d'aller regarder les résultats sportifs pour la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, c'est très pratique. Et puis le e-commerce aussi, alors le e-commerce, la banque aussi, sur le mobile, ça c'est un outil de développement aussi, notamment aussi pour les femmes. Ouais, exactement, et le M-paiement... Je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez. Non, et puis en Afrique, encore une fois, ils ont le leapfrog, c'est-à-dire qu'ils sont souvent en avance par rapport à nous parce qu'ils sautent des technologies, ils n'ont pas connu le fixe. Mais sur le mobile, par exemple, il y a quelque chose qui est très intéressant. J'ai vu ça au Sénégal, chez Orange, des agriculteurs qui sont prévenus du prix de vente de leurs céréales sur le marché final, et ce qui leur permet de se faire moins avoir entre guillemets par des intermédiaires. Oui, ça, il y a Howard Rheingold, je sais pas si tu te souviens, il en parlait déjà il y a quelques années, il disait l'importance que ça avait pour les agriculteurs, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on s'imagine que c'est pas du tout lié au tech. Il dit qu'en Afrique, ils pouvaient prendre connaissance de la cotation des poissons ou même des légumes avec des systèmes de SMS déjà il y a quelques années. Et ça c'est super important. Ça évite de voyager, de marcher pendant 1 heure ou 2 pour savoir c'est vraiment un outil de développement. Et puis pour des villages qui n'avaient aucune idée en fait du prix, ça leur fait gagner un temps énorme. On voit souvent, parce que souvent en technologie on veut toujours aller un peu plus loin, on voit des technologies d'irrigation qu'on peut commander de son téléphone portable, mais c'est pas forcément ça
qui va révolutionner le quotidien. Encore une fois, juste amener l'information à des producteurs qui n'avaient pas du tout, ça change vraiment leur vie. Ouais, donc encore une fois, c'est pour dire que geek, c'est pas geek. Non. C'est les techs qui changent la vie des gens. Un tout petit mot également sur le transfert d'argent. Alors, ça. C'est pas uniquement transfert d'argent à des milliers de kilomètres, ça peut être d'un village à l'autre, dans une même famille, et puis c'est surtout quelquefois au jour le jour. Ça va être parce que aujourd'hui j'ai envie d'acheter des fruits, j'ai envie d'acheter des biens de première nécessité, je vais pouvoir faire des transferts d'argent avec ma famille de manière très intuitive. Ça, c'est très intéressant. Et là-dessus, l'Afrique est bien en avance à ce qui se passe en Europe. Alors, le fait que France 24 c'est bien diffusé aussi en Afrique, tu as des retours aussi des gens. En fait, on l'a vu, on le voit sur TG24, on l'a vu également sur le numéro. On a fait un numéro sur l'Afrique cet été dans le Point. Il y a énormément de choses qui se passent en Afrique, 7% de croissance. Alors, c'est un continent avec énormément de disparités. Il y a toujours énormément de conflits, mais il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui se passent de manière très irrégulière suivant les pays. Mais on sent un vrai dynamisme, une volonté d'en découdre qui est très intéressante. Alors, donc, on invite à te suivre sur Twitter. Merci beaucoup. Et bien sûr ce que tu fais. Et puis voilà, c'est aussi pour dire qu'il y a des choses qui bougent. Exactement, mais tout bouge. Il y a dernière chose quand même sur ces innovations dont on parle en Afrique. Quand je parle avec Guy Kamgang, qui est né au Cameroun et qui habite aux États-Unis aujourd'hui, il me dit certaines innovations qu'on a implémentées en Afrique, on va les proposer en Europe. Ces fameuses feature phones qu'on croyait morts, dépassées par les smartphones, vont retrouver une nouvelle utilité. On parle beaucoup du low cost, de l'arrivée. Et ça peut vraiment intéresser tout le monde de pouvoir accéder grâce à un petit téléphone. Et en plus, il y a un côté green parce que ces téléphones-là, on les garde 3, 4, voire 5 ans. C'est pas uniquement des téléphones qu'on change tout le temps. Et ces téléphones-là retrouvent une jeunesse, y compris ici. Oui, et en plus, ça veut dire que ce sont des outils technologiques qui pénètrent des couches de la population qui n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur, évidemment même chez nous. Exactement, il suffit de parler. La lutte contre le fossé numérique aussi, c'est super important. Exactement, le fossé numérique n'est pas uniquement à l'autre bout du monde. Si vous parlez avec des opérateurs comme Lebara, par exemple, qui va dans des zones défavorisées, en Ile-de-France par exemple, le mobile c'est énorme dans une famille, c'est un budget très important. Si on peut couper ce budget, aider toutes ces familles, ça peut aussi changer leur quotidien. Merci Guillaume. Alors j'espère que c'est bien passé, et puis que sinon on fera une suite sur Mémoire Vive avec un vrai podcast avec Guillaume. Merci. Et on fait un live après la suite.